Donc en fait, pour les deux petites séquences qui suivent, alors on voulait, avant de donner la parole à Arte Radio, faire un petit tour par le truchement des internets, par Montréal, pour parler du podcast francophone dans toutes ses dimensions, notamment en allant jusqu'au Québec. On va avoir une petite discussion en direct avec Xavier Grunschrum-Richard. Xavier est le responsable de l'innovation à Radio-Canada. Et voilà, on voit en grand écran. Xavier, est-ce que tu nous entends d'abord ? Très bien, numéro 1. Bon, super. Nous, on te voit sur l'écran, tu fais 15 mètres là en ce moment. Ouais. Et donc voilà, tu n'as pas besoin de t'éloigner, tout va bien. T'es rasé de près. Donc en fait, on va avec toi, en fait, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de ta position évidemment qui porte l'innovation au sein de Radio-Canada, mais également ta position de Québécois dans une ville culturelle comme Montréal, et aussi ta position d'amateur de podcast et de fervent, de féru, auditeur, que tu nous dises un petit peu ce qui se passe aujourd'hui à Montréal en matière de production. Est-ce qu'il y a des formes innovantes? Qu'est-ce que tu as pu constater? Et aussi, qu'est-ce que Radio-Canada fait en matière de production? Est-ce qu'ils font appel à des auteurs extérieurs, de la production déléguée? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui qui nous vient de chez vous? Tu as la parole pendant 10 minutes, je te laisse. Et puis évidemment, on aura quelques questions. Tu ne nous vois pas, mais tu me vois, moi. Avec plaisir. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, ça va. Tout va bien. Super, merci de l'opportunité. Donc, je fais partie de l'équipe de recherche et développement numérique à Radio-Canada. Donc, il s'agit vraiment d'explorer un peu le futur des médias, puis de prototyper des projets qui puissent un peu nous permettre de réfléchir aux nouvelles technologies, aux nouvelles pratiques, à tout ce qui est autour du futur des médias. Ces temps-ci, ce qui nous occupe beaucoup, c'est la vidéo principalement et l'intelligence artificielle, tout ce qui est automatisation. Et on a aussi un incubateur interne qui s'appelle l'accélérateur d'idées, qui permet aussi de faire des projets financés à l'interne. Et on a comme ça eu une saison radio il y a 1 an. Et on a pu financer le projet de deux journalistes qui était donc un podcast finalement, qui était le pilote d'un podcast qui s'appelait Journal Intime. Et comme ça, d'essayer de creuser un peu plus les nouvelles pratiques en termes de mise en récit en français. Et on a pu entendre comme ça une adolescente raconter un peu son histoire dans des centres d'accueil pour enfants délinquants, qui racontait son histoire au jeu et qui aussi en post-production avait un deuxième niveau de mise en récit qui portait un regard sur l'histoire qu'elle-même racontait, dont elle était l'objet, le sujet principal. Donc c'est le genre d'expérience qu'on a fait à l'interne sur le chapeau, donc innovation. Sinon, je suis un observateur du monde du podcast et c'est un peu pour ça que je suis invité aujourd'hui. Puis au Canada, un peu comme ailleurs, en fait, la balado-diffusion, le podcast, continue de gagner du terrain aujourd'hui. Aujourd'hui, environ une personne, un Canadien sur 6 qui écoute la balado-diffusion. Ce sont des chiffres records qu'on observe en ce moment. Donc, nécessairement, le marché tente de s'adapter le plus possible. Et la particularité du marché canadien francophone, c'est que on a beaucoup parié sur le streaming dans le passé, et donc les formats ont pris du temps à se développer en termes d'originalité, en termes de créativité, en termes de modèle d'affaires. Et aujourd'hui, on assiste comme ça à un nouveau souffle de la balado-diffusion au Canada. Ce que je peux vous donner un peu comme grande caractéristique, en ce moment, ce qui est relativement nouveau au Canada, c'est certainement un regain d'intérêt du côté du service public. Donc, Radio-Canada a lancé une plateforme il y a 1 an maintenant de balado-diffusion et d'écoute à la demande en streaming qui s'appelle Première Plus. Là-dessus, il y a du rattrapage, mais il y a aussi toutes des listes d'écoutes qui sont tirées des archives, et il y a des productions originales qui commencent à prendre pas mal plus d'espace. Et tout d'un coup, donc, on a vraiment
un regain d'intérêt de ce côté-là du service public et ça fait en sorte qu'il y a beaucoup plus de productions originales à écouter en français au Canada. On est à la rencontre aussi de deux écoles de balado-diffusion, l'école du podcast français et l'école de podcast américain. Il y a beaucoup de Canadiens anglophones qui expérimentent le podcast depuis longtemps, donc il y a quand même un échange de plus en plus fort entre les deux cultures, ce qui fait que le podcast francophone canadien s'inspire de plus en plus, et depuis toujours, mais de plus en plus autour donc de la mise en récit américaine. Je pense à des First Day Back de Talia Bekestis, Wiretap, qui était un podcast, une émission sur CBC pendant 10 ans, qui aujourd'hui, donc le producteur principal est rendu chez Gimlet Media à New York et les deux coproductrices, elles sont toujours à CBC, parlent français. Donc, il y a un échange comme ça entre les deux écoles de podcast qui est assez intéressant, ce qui peut mener un peu à des fusions de genres. Un autre item important ces derniers temps, c'est l'arrivée de joueurs privés. Donc aujourd'hui, avec le regain d'intérêt du service public, des bons chiffres d'écoute autour du podcast au Canada, on a comme ça des joueurs privés qui s'y intéressent de plus en plus. Donc, pratiquement tous les médias ont une antenne de podcast à minima. Donc, c'est des modèles d'affaires qui restent à créer. Mais sinon, on a des joueurs privés qui prennent de plus en plus d'espace. J'en note deux. Il y a une équipe de production déléguée qui s'appelle Magneto. Donc, c'est un collectif principalement. Ils sont créés comme ça un organisme à but non lucratif et ils font beaucoup pour la promotion du médium. Ils font beaucoup pour la culture de la mise en récit, sur les nouveaux genres de ces contenus et de la distribution. Ils font aussi beaucoup de contrats de production déléguée. Donc, il s'appelle Magneto. Ça, c'est un joueur tout à fait nouveau. C'est tout à fait nouveau dans le portrait du podcast au Canada francophone. Et aussi Urbania, par exemple, qui s'y intéresse et qui est un magazine, donc il doit avoir 15 ans comme magazine. Ils ont fait de tout en termes de production, de l'imprimé, de la télévision, du web. Et là, ils se commettent un peu plus en termes d'audio et ils ont des productions assez bien fignolées et ils appliquent comme ça une méthode très visuelle et très fignolée en termes de mise en récit à l'audio. Donc, ils ont créé comme ça une série qui s'appelle Ici Urbania de 4 épisodes récemment en collaboration avec Radio-Canada qui donne un peu sur des thèmes plutôt journalistiques, sur le nouveau féminisme, sur les entrepreneurs, etc. Donc ça, c'est des joueurs privés qui investissent le marché et qui est particulièrement intéressant parce que c'est vraiment nouveau. Et peut-être un dernier item caractéristique du portrait en ce moment, de ce nouveau souffle de la balado-diffusion au Canada, c'est porté par un podcast qui, pour moi, est assez emblématique, qui est qui avait le potentiel de devenir un hit francophone, et je vous invite à l'écouter si vous ne l'avez pas entendu. C'est une production de Blimp pour Télé-Québec. Ça s'appelle Théo Youssef. C'est le journal de production d'un documentaire sur un jeune Québécois d'origine syrienne qui est retourné au pays pour combattre Daesh. Et les producteurs partent à sa recherche pour un documentaire. Donc, ils interrogent la famille, les amis, ils font de la recherche internationale à ce sujet-là. Et le producteur, ce qui est nouveau, c'est que le producteur, il vient de la télé. Et il a co-réalisé comme ça le podcast avec un réalisateur radio qui est relativement connu dans la francophonie, Cédric Chaduel. Donc, il a travaillé aussi beaucoup avec Arte Radio, avec d'autres médiums francophones et qui lui apporte tout son savoir d'art sonore et de création radiophonique. Donc, comme ça, on a un scénariste télé qui s'intéresse à l'audio, qui crée un podcast qui est très scénarisé et très habillé de manière sonore, avec des ambiances, et ça donne un résultat assez fascinant. En 8 épisodes, on a atteint des sommets en termes de mise en récit qui sont très intéressants et très nouveaux pour nous. Et c'est un peu une nouvelle étape à franchir pour la suite. Ils ont atteint un niveau de transparence relativement intéressant sur comment on crée un documentaire et comment on raconte avec des personnages forts, avec
suspense dans les épisodes, avec des cliffhangers, avec des punchs, avec des doutes, avec tout ce niveau de transparence dans la production qui nous fait nous attacher énormément aux personnages et même aux personnages des producteurs eux-mêmes. Donc ça, c'est un morceau assez important dans ce qu'on a produit dans les derniers temps. Donc, rapidement, pour résumer, ça fait 15 ans, 20 ans qu'on produit la balado-diffusion. Il y a eu plusieurs grandes étapes, mais les grands formats originaux, ceux qui sont les plus significatifs dans le paysage du podcast canadien-français, ont beaucoup été produits donc, dans la dernière année. Donc, on est vraiment en train de vivre une ébullition et tous les formats les plus intéressants, les plus originaux, les plus créatifs ont été créés relativement récemment dans les derniers mois ou sinon dans la dernière année. Donc, il y a vraiment une ébullition assez notoire de ce côté-là. Alors, merci Xavier. Juste, j'ai 2 courtes questions avant peut-être que dans la salle, il y en ait quelques-unes. La première, c'est si tu devais définir, en fait, entre la créativité peut-être francophone et l'efficacité américaine, comment tu qualifierais réellement cette école québécoise du podcast? En quelques mots. C'est une question piège, mais je pense que c'est un peu comme le cinéma québécois. Le cinéma québécois n'a pas un genre en particulier. C'est beaucoup des cinéastes qui portent le genre, qui somme toute, créent un genre ou créent une école. Mais c'est difficile à dire à ce moment-ci. On est un peu trop tôt dans la production. Ceci dit, moi, je trouve intéressant qu'est-ce qu'on voit dans la dernière année. On a une espèce de fusion entre l'école française qui est peut-être plus documentaire, qui laisse beaucoup la parole aux gens, et il y a très peu de présence des producteurs. Et une école plutôt peut-être plus américaine où il y a une présence très forte du jeu, il y a un niveau de transparence, de commission des producteurs dans les productions et qui observe beaucoup un niveau narratif qui est très axé sur il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça, puis ensuite on fait une réflexion sur qu'est-ce qu'on raconte et c'est vraiment le fameux sermon de la prière reproduit en mise en récit radiophonique. Donc, on est quelque part entre les deux et ça c'est particulièrement intéressant. C'est un peu trop tôt pour dire qu'est-ce que ça va donner, mais on est vraiment à la conjoncture, au carrefour de la tradition, je dirais, radiophonique française, de l'art sonore, du documentaire, du savoir, comment on rencontre du savoir en tant que tel à la radio. Et l'école américaine qui est beaucoup axée sur l'expérience, sur les émotions, sur une bonne histoire, qu'est-ce qu'une bonne histoire, etc. Donc, on a quelques exemples en ce moment qui réunissent ces 2 écoles-là et c'est un pivot pour étudier peut-être la suite, pour voir comment ça va se développer. Et enfin, là, ce n'est pas à l'auditeur que je m'adresse, c'est au responsable de l'innovation de Radio-Canada. Qu'est-ce que ce mouvement comment ce mouvement influe sur l'activité d'une radio broadcast historique comme Radio-Canada, qui est un gros groupe, et est-ce que ça influe éditorialement et sous question à l'intérieur de celle-là, est-ce qu'il y a des défis nouveaux en termes de distribution auxquels vous avez à faire face? C'est une bonne question. Je ne pourrais pas répondre directement parce que je ne suis pas impliqué dans la production radiophonique ou dans le management. Mais il y a certainement des défis qui sont communs avec d'autres marchés francophones, à savoir, en ce moment, on étudie une approche quantitative à la fois qualitative, c'est-à-dire on recrée une culture du podcast qui est un petit peu laissée de côté depuis les dernières années. Donc, on recrée des habitudes d'écoute, on recrée des centres d'attention. Donc, Première Plus est un exemple, c'est une plateforme donc, de rendez-vous où on peut écouter des audios à la demande. Et dans la qualité, donc on produit de plus en plus et tranquillement, les budgets se déplacent pour essayer de faire des productions qui, elles, pourraient devenir les prochains hits d'écoute. Donc, on a à la fois une approche comme ça dans deux voies différentes, de produire la quantité, d'habituer les gens à écouter. La balado-diffusion, c'est toujours un chantier en cours, comme vous le savez, d'habituer les gens à écouter de la balado-diffusion.
Et d'un autre côté, on essaie de créer des formats originaux qui sont forts et qui ont un potentiel de rayonnement toujours plus important. Et en termes de distribution, on a un modèle qui est... donc, on joue très fort sur le streaming. Donc, on veut que les gens adoptent nos propriétés numériques. Donc, la vision derrière une plateforme web de distribution. Donc, on veut que les gens puissent écouter en tout temps sur n'importe quelle propriété numérique l'audio. Et il y a une approche aussi balado-diffusée. Donc, on incite les gens à, à télécharger, à s'abonner et à créer comme ça comment dire, une façon une forme de fidélisation à travers le podcast. Donc, il y a une approche double comme ça, à la fois donc, de streaming et à la fois de balado-diffusion. Alors, merci Xavier. Alors, j'ai menti, j'avais dit qu'il y aurait des questions du public, mais je viens de voir l'heure et on est extrêmement en retard. J'ai juste te demandé une dernière fois, pour retrouver ce que fait Radio-Canada en matière d'innovation numérique, est-ce qu'il y a une adresse? Oui, nous, on a un site web qui est le suivant, c'est lab.radiocanada.ca. Sinon, on a un groupe Facebook plutôt actif. Si vous tapez RC espace lab sur Facebook, vous allez retrouver toutes nos activités au quotidien. C'est à peu près mes bons liens à suivre. Et il y a, pour Première Plus, vous tapez premièreplus.ca. Merci Xavier, merci de nous avoir consacré ce petit moment et bonne journée à toi. Salut. Merci bien.